Aujourd'hui, chose promise, chose due, on va parler de masturbation et plus particulièrement d'abstinence masturbatoire, puisque l'abstinence masturbatoire est au cœur de la communauté NoFap, cette communauté qui est apparue au cours des années 2010 sur Internet, qui compte plusieurs dizaines de milliers de membres. Alors, dans les chiffres que j'ai, là, on est autour de 150 000 personnes, mais il date de quelques années, donc ça a pu se développer. Et ça fait plusieurs années que sur YouTube, je vois des vidéos anglophones qui font la promotion de l'abstinence masturbatoire. Et il s'avère que je suis tombé récemment, il y a quelques jours, sur plusieurs vidéos faites par des Français qui se mettaient aussi à promouvoir cette attitude, cette démarche ascétique finalement, en s'appuyant sur les supposées vertus de l'abstinence masturbatoire. Alors évidemment, pour aborder la question du NoFap et de son éventuelle utilité, il faut couper le sujet en plusieurs parties, et on va commencer par celui de la pornographie. Alors, comme c'est un sujet qui pourrait mériter une vidéo entière à lui tout seul, parce qu'il y a un certain nombre d'études qui portent sur la pornographie, ça fait quand même un certain temps que les scientifiques s'intéressent aux effets éventuels bénéfiques ou négatifs de la pornographie sur le cerveau humain. Donc il y a pas mal de choses, je vous mettrai quelques liens dans la description pour ceux qui veulent approfondir, mais en gros, j'ai fait une petite sélection. On a une étude par exemple qui semble montrer que la consommation de pornographie entraîne une attitude de tolérance envers les violences, notamment les violences faites aux femmes. Il y a des études moins probantes, j'en pense à une qui essaie de trouver une corrélation entre les comportements à risque et le porno, mais les auteurs eux-mêmes disent que en fait il faudrait revérifier, faire d'autres études, parce que ils ont des résultats, mais ils peuvent pas affirmer que ces résultats sont à tout prix convaincants. Et à l'inverse, tout n'est pas négatif au pays de la pornographie, vous avez aussi des gens qui ont montré que il y avait un effet positif de l'introduction de la pornographie. Notamment, je crois que c'est encore le Danemark qui a été étudié là-dessus. Il y a eu cette introduction de la pornographie au Danemark et que ça aurait fait baisser les agressions sexuelles. Et il y a après tout un tas d'études qui portent plutôt sur l'aspect bénéfique en matière de sexologie, notamment sur la relance de la libido dans les couples qui sont ensemble depuis un certain temps, etc. Donc, ne vous mettez pas bille en tête que la pornographie c'est le Satan, c'est le mal absolu, c'est l'oppression systémique, etc. Les choses sont beaucoup plus nuancées. Quand on montre des corrélations entre la misogynie ou la violence d'un côté, ou la tolérance à la violence, et la pornographie, il faudrait prendre en compte le parcours des gens qui sont étudiés, et en particulier leur âge. Ça m'amène à un premier point, avant de refermer le chapitre sur la pornographie, qui est le manque d'expérience. Il serait évidemment stupide d'affirmer que consommer de la pornographie de manière régulière n'a aucun effet sur votre représentation de l'acte sexuel, sur votre représentation de la norme, en fait. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, etc. Le truc, c'est que quand tu as un minimum d'expérience, quand tu as vécu un certain nombre d'histoires et que tu as eu un certain nombre de partenaires amoureux, quand tu as essayé des choses, différentes pratiques, lorsque tu as discuté avec tes partenaires pour parler de leurs préférences, de leur vécu, de leurs rencontres, etc., ou lorsque tu t'es donné la peine de lire des ouvrages un petit peu documentés sur la sexualité, par exemple le livre qui est derrière moi, Le sexe, l'homme et l'évolution de Pascal Pic et Philippe Bruno, et ben tu es nettement moins influençable par la pornographie. Ça veut pas dire pour autant que tu es totalement immunisé contre un certain conditionnement, je suis pas en train de te dire ça, mais le problème c'est que quand on se penche sur la démographie de la communauté NoFap, on s'aperçoit que 44%, je vous donne les chiffres que j'ai trouvés, 44% seraient encore puceaux. Forcément, si tu n'as aucune expérience sexuelle et que ta seule représentation des rapports hétéro ou homo, en fait, on s'en fout, ta seule représentation des rapports sexuels, c'est la pornographie, bah oui, tu peux te retrouver un petit peu conditionné à avoir certaines attentes, à avoir certains critères de ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est satisfaisant ou ce qui ne l'est pas, etc. D'ailleurs, il y a une étude, je ne sais pas si je l'ai laissée dans ma liste, mais qui semblait indiquer que, en fait, la pornographie avait changé les mœurs sexuelles des jeunes gens, parce qu'ils essayaient de reproduire certaines pratiques pornographiques, mais qu'en fait, certains protagonistes, et en particulier les femmes, se forçaient à faire des choses parce qu'elles pensaient qu'il fallait ressentir du plaisir. Donc on va prendre un truc tout simple comme la sodomie. Heureusement que je monétise pas mes vidéos. A priori, certaines personnes se forçaient à avoir des rapports anaux parce que
elles étaient influencées par l'image épanouissante qu'en donnent certains films pornographiques. Il y en a aussi qui jouent sur l'avilissement, donc c'est là encore plus compliqué. Mais en gros, certaines personnes essayaient de faire plaisir à leur partenaire ou pensaient qu'elles devaient aimer une pratique parce que c'est ce que semblait indiquer leur référent pornographique. On va revenir sur le manque d'expérience. Vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus, c'est vachement important. Sur la pornographie, un dernier point, le thème récurrent dans le discours des leaders nofap et des aficionados qui promeuvent tout ça, c'est la fameuse addiction à la pornographie qui est un petit peu l'autre facette de ce qu'on a vu émerger aux États-Unis, à savoir le concept d'addiction sexuelle. Je vous renvoie une fois de plus à l'épisode de South Park qui s'appelle Sexual Healing. Voilà, c'est toujours l'occasion de se moquer un petit peu de la bêtise dans la joie et la bonne humeur et dans l'intelligence. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a aucun consensus médical autour de la notion d'addiction à la pornographie. Et je vous ai trouvé une étude qui indique qu'il y a une corrélation entre la religiosité de l'environnement et la perception d'addiction à la pornographie. Je répète, la perception d'addiction à la pornographie, pas juste l'addiction. C'est-à-dire qu'évidemment, quand vous êtes dans un environnement qui porte un certain type de jugement récurrent sur les pratiques sexuelles, le fait de consommer du porno à outrance va plus facilement être perçu comme une pathologie. Alors, je ne suis pas là pour faire du relativisme absolu sur la santé mentale, mais j'ai déjà expliqué dans mon épisode sur le burn-out des youtubeurs, la miniature doit s'afficher ici, que certaines définitions médicales, en particulier sur la pathologie mentale, sur la santé mentale, certaines définitions changeaient avec le temps. On a par exemple transformé la personnalité hystérique en personnalité histrionique. On parle beaucoup en ce moment du burn-out ou du syndrome d'épuisement professionnel. À une époque, on parlait de surmenage. Voilà, il y a les mots qui peuvent changer, et puis la définition des mots qui peut évoluer aussi. Et une des raisons qui fait que ce n'est pas figé, c'est qu'il y a un aspect culturel. Si vous vous renseignez un peu sur l'histoire de la psychiatrie et de la folie, vous verrez que les délires des schizophrènes ou des paranoïaques au Moyen-Âge n'étaient pas ceux des schizophrènes et des paranoïaques actuels. Aujourd'hui, on va te parler d'être sur écoute par la CIA, ce qui n'est pas forcément du délire d'ailleurs, hein, quand on connaît les vastes opérations d'espionnage menées par le renseignement américain, états-unien. Et au Moyen-Âge, évidemment, on te parlait plus de démons, de choses en lien avec la religiosité. On ne pouvait pas parler d'être sur écoute par un satellite vu que ça n'existait pas. Donc déjà, la maladie mentale, elle tient compte de son environnement, elle n'est pas comme ça dans un truc figé dans le temps, mais en plus, le regard qu'on porte sur les comportements, il est en partie influencé par les normes culturelles, influencé par ce fameux cadre mental dont je vous ai donné un très bon exemple ethnologique dans le Tchèque-Tébiet qui introduit cette importance du cadre mental et qui introduit la notion d'allant de soi culturel. Un exemple très simple, l'homosexualité qui était jugée illégale jusqu'à l'élection de Mitterrand et qui a été dépénalisée. Il y a des pays où de toute manière le porno que nous consommons en Occident serait interdit. Voilà, et il serait peut-être même jugé comme une espèce de péché religieux. Toujours est-il que l'addiction au porno, il n'y a pas de consensus dessus, et une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de consensus, c'est que la pornographie n'est pas une substance qu'on peut ingérer ou qu'on peut s'injecter. Tu peux être accro à la cigarette, tu peux être accro au chocolat, mais en fait, si tu es accro au chocolat, tu es plus probablement accro au sucre. Une vraie addiction, et le sucre est aussi addictif que la cocaïne, c'est quelque chose qui a été étudié en laboratoire, c'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau. Tu peux être accro donc au chocolat, tu peux être accro à l'alcool évidemment, qui est très très addictif, tu peux être accro à tout un tas de substances, mais quand on commence à dire que tu es accro au travail ou accro au jeu d'argent, eh bien en fait on est sur une dérive sémantique, parce que certes tu peux avoir un rapport compulsif à ces pratiques, tu peux avoir un comportement compulsif de jeu ou de masturbation ou de consommation du porno. Le problème, c'est que c'est peut-être pas tant lié à l'activité en elle-même que à ta tendance à avoir des comportements compulsifs. Voilà, je rentre pas plus avant dans les détails. C'est juste l'illustration parmi tant d'autres de la tendance de l'être humain à chercher un certain nombre de gratifications, soit tout à fait tangibles sous forme biologique, soit symboliques et psychologiques, qui passe de toute manière, là encore, par des signaux nerveux. Ce qui m'amène à parler brièvement de la dopamine, parce que c'est le grand argument des gens qui vous expliquent que le nofap, ça permet de recabler son cerveau, parce que la masturbation, ça perturbe en fait la production de dopamine, etc. Non seulement la dopamine, contrairement à ce qui est tout le temps dit de manière simpliste, n'est pas l'hormone de la récompense, et je vous mettrai un article en lien qui s'appelle The Crime Against Dopamine,
mais pour être plus précis, c'est l'hormone de prédiction des récompenses, mais aussi de prédiction des ennuis. Voilà, donc c'est pas si simple. Mais effectivement, je vous le concède, moi aussi ça m'arrive d'utiliser ce raccourci de langage, de dire voilà, la dopamine, c'est le circuit de la récompense, je fais aussi ce raccourci. Et en l'occurrence, si la masturbation ou la pornographie a un impact sur ta production de dopamine, dans ce cas-là, il faut aussi interdire les réseaux sociaux. Hein, parce que les réseaux sociaux, si tu les consultes compulsivement, c'est aussi pour des raisons cognitives liées en partie à ta dopamine. Donc voilà, la pornographie n'est pas plus addictive que d'autres pratiques, que les jeux vidéo par exemple, ou que les réseaux sociaux. Elle est intimement liée, c'est le cas de le dire, à un des besoins fondamentaux de l'être humain, qui est le sexe. Et ça m'amène à la deuxième partie, consacrée à la masturbation en tant que telle, parce qu'après tout, on peut aussi se masturber sans support masturbatoire, même si je sais que c'est de plus en plus compliqué, à l'heure actuelle, vu l'opulence de supports pornographiques qui est à notre disposition. Toujours est-il que la masturbation provoquerait la baisse de la testostérone d'après les membres du NoFap. Alors le problème c'est qu'il y a quand même 5% de femmes qui sont dans cette communauté. Est-ce que la masturbation féminine fait baisser le taux de testostérone féminin? Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Je ne connais pas bien cet aspect de la sexualité féminine. Donc, si vous avez des renseignements, n'hésitez pas à vous exprimer. Et cette histoire de baisse de la testostérone est invoquée pour expliquer les bienfaits du NoFap, c'est-à-dire que, on va caricaturer, lorsque tu te masturbes, tu n'as pas d'énergie, tu es tout mou, tu n'es pas un homme alpha, et lorsque tu rentres dans la communauté du NoFap, eh bien, tu deviens plus concentré, plus déterminé, tu oses aborder des femmes, et voilà, c'est magique, tu deviens un super saiyan de la life. Et pour analyser les allégations de ces supposés bienfaits qui sont récurrents dans la communauté NoFap, il faut s'intéresser à plusieurs choses, les témoignages et ce qu'ils racontent, mais aussi la démographie, une fois de plus, de ses membres. Je le répète, 44% d'entre eux sont vierges, presque 60% d'entre eux ont entre 20 et 29 ans. Ce qui pourrait dénoter à la fois un certain manque d'expérience en matière de sexualité, mais aussi peut-être que ces individus sont à une période charnière de leur vie, puisque ce sont des jeunes adultes qui peut-être sont encore étudiants ou sont en train de finir leurs études, peut-être certains ont fini leur cursus et sont en train de chercher un emploi, et ils sont encore dans leur petite chambre d'étudiants ou hébergés par papa et maman, et ils cherchent un premier travail, ce qui nous est tous arrivé à la sortie de la fac. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on retrouve des affirmations assez impressionnantes sur les supposés bienfaits de l'abstinence masturbatoire, hein, les mecs qui d'un seul coup auraient la texture de leur peau qui a changé, auraient une pilosité plus dense, des traits masculins plus marqués, donc là encore, on se demande ce que ça fait sur les 5% de femmes qui font partie de cette communauté. Et le problème c'est avant de pratiquer l'abstinence masturbatoire, à quoi ressemblait la vie de ces gens? Eh bien, t'as des gens qui t'expliquent qu'ils n'osaient pas aborder les femmes, qu'ils se masturbaient 4 ou 5 fois par jour, qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de consommer du porno. Le fondateur du site NoFap, Alexander Ross, dont je vous ai parlé brièvement, qui n'est pas du tout psychologue ou scientifique, hein, qui est programmateur, je crois, développeur web, explique qu'il n'arrivait plus à être excité sexuellement, même quand il était avec une partenaire, s'il ne pensait pas à des images pornographiques. Vous voyez où je veux en venir? On est face à des gens qui, visiblement, trouvaient le temps pour certains de se branler 4 fois ou 5 fois au réveil. Alors, soit c'est des gens qui se lèvent très tôt, soit c'est des gens qui n'ont pas de vie. C'est peut-être un indice sur les problématiques qui mènent à une masturbation excessive. Et des gens qui, visiblement, avaient peur d'aller parler aux femmes. Alors ça, je vous rassure, hein, que tu sois un masturbateur compulsif ou pas, la majorité des hommes n'abordent pas les femmes dans la rue, et ça va pas s'arranger avec des propagandistes comme Marion Seclin qui t'expliquent que tu n'as pas le droit d'adresser la parole à quelqu'un dans l'espace public. À croire que Marion Seclin est la community manager cachée de Mythique, Tinder et OkCupid, et Adopte un mec, j'oublie évidemment le plus sexiste de tous les sites de rencontres. Bref, les hommes les plus respectueux des femmes, ou les plus intimidés par elles, ce qui n'est pas forcément la même chose, sont ceux qui, par définition, ne vont pas oser aborder,
et les harceleurs de rue, parce que le problème du harcèlement existe bel et bien dans l'espace public en France, il y a un témoignage sur la question sur mon site si ça vous intéresse. Donc ce problème est réel, mais évidemment les discours complètement dystopiques de Marion Séclin, en vertu duquel tu n'as pas le droit de parler à ton prochain dans l'espace public, ne vont pas aider les jeunes garçons timides à se lancer. Or, il y a un paradoxe, puisque la baisse de la testostérone est invoquée par les aficionados du nofap, comme une conséquence de la masturbation et une explication de leur état de loque humaine, voilà, qui n'osent pas aborder les femmes, qui n'osent pas chercher du travail, qui n'arrivent pas à faire du sport, qui n'arrivent pas à se concentrer, etc. Évidemment, si tu es un adepte de la musculation et que ton rêve c'est d'avoir plein de testostérone pour être très musclé, tu te dis peut-être que avoir plein de rapports sexuels ou être totalement abstinent en matière de masturbation, c'est quelque chose de génial. Mais la finalité d'un être humain, et quand je dis être humain, c'est raisonner en termes d'organisme, d'accord ? Pensez biologie, pensez pas développement personnel ou psychologie, pensez juste biologie. La finalité d'un organisme humain, c'est pas d'avoir une testostérone qui monte à l'infini. C'est pas comme ça que ça marche, ça sert à rien. Et trop de testostérone, d'ailleurs, serait une des explications, une des causes d'un risque élevé de cancer de la prostate. Et ça toucherait du coup en particulier les Africains subsahariens, parce qu'ils auraient plus de testostérone que les Blancs, et je rappelle que je parle d'un ensemble de population. Je ne dis pas que 100% des Noirs ont plus de testostérone que 100% des Blancs. Pensez courbe de Gauss quand on vous parle de biologie, d'accord ? Et figurez-vous d'ailleurs, en parlant de cancer de la prostate, que la masturbation pratiquée chez les jeunes individus, pas chez les quinquagénaires, la masturbation aurait une incidence positive sur la prévention du cancer de la prostate. Donc pour le dire plus simplement, plus tu te branles quand t'es jeune, moins t'as de risque d'avoir un cancer de la prostate. Alors apparemment, les chercheurs n'ont pas encore bien identifié d'explication sur ce phénomène, mais par contre ils ont trouvé une corrélation. Il y a, là encore, je vous mettrai un lien dans la description, il y a une corrélation entre la masturbation et la baisse du risque de cancer de la prostate. Donc la communauté nofap est en train de vendre à des jeunes hommes, en tout cas majoritairement des jeunes hommes, voire des puceaux, le fait de se retenir d'avoir une activité masturbatoire au nom d'un gain soi-disant immédiat en matière de virilité, en matière de concentration, de confiance en soi, etc., un gain immédiat qui en fait a peut-être un impact hyper négatif sur le long terme pour tous ces hommes. Et justement, puisque j'insiste sur l'âge d'une partie de la population, je rappelle, 58% auraient entre 20 et 29 ans, dites-vous que la testostérone, elle baisse à partir de 35 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces jeunes individus qui sont littéralement des branleurs, ils sont à leur production maximale de testostérone. La testostérone qui, chez l'homme en particulier, a un impact direct sur la libido. Est-ce que par hasard, quelqu'un se serait dit que c'était normal qu'un mec qui a son pic de testostérone ait une folle envie de se branler, largement plus que son voisin de 45 ans ? Est-ce que vous trouvez pas que c'est juste un truc biologique, et j'ai envie de dire, dans biologique, il y a logique, tu vois ? Alors, je vais citer quelques lignes d'un article de Neon qui parle de la communauté nofap, et qui dit, en substance, l'université de Concordia de Montréal a pourtant démontré que blâmer la masturbation pour des problèmes d'érection était comme blâmer la nourriture pour des troubles alimentaires. C'est la mauvaise qualité des relations sexuelles qui pousse au porno, pas l'inverse. Et si de nombreux fabstronautes souffrent de manque de confiance en eux ou de symptômes dépressifs, la masturbation excessive n'en est pas forcément la cause, mais la conséquence. Alors, dire que les mauvaises relations sexuelles poussent au porno, c'est faux. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, hier, j'ai eu 2 relations sexuelles, et le soir, je me suis masturbé une fois en regardant du porno. Et j'ai passé donc une très bonne journée. Mais effectivement, je reviens à cette histoire de virginité, quand tu n'as pas de partenaire sexuel du tout, c'est normal, en plus avec la testostérone qui te travaille, d'avoir envie de te masturber. En fait, dans l'idéal, ces jeunes gens qui se masturbent, il faudrait mieux qu'ils aient des partenaires, ça c'est sûr. Mais quand tu n'en as pas, pour différentes raisons, peut-être parce que tu n'as pas été osé leur parler, mais peut-être parce que tu plais à personne aussi, tu vois, ou qu'elles sont toutes prises, ou qu'il n'y en a aucune qui te plaît, ou que tu as des croyances limitantes, etc. Donc là, après, on tombe sur tous les problèmes des jeunes hommes dans nos sociétés.
Donc c'est pas tous les jeunes hommes qui ont ce problème, hein. Si vous allez sur les sites de séduction, de PUA, etc., vous trouverez tout le temps un mec pour dire « Ouais, moi j'ai un copain, et c'est un natural ». Tu vois, le natural, c'est le mec en fait qui a un dragueur né. Ok, donc c'est pas tous les jeunes garçons qui sont en PLS face aux femmes, c'est pas tous les jeunes garçons qui ont des vies de merde, qui ne savent pas quoi faire de leur vie une fois qu'ils ont fini leurs études, voire qui abandonnent la fac en cours de route, etc. Néanmoins, effectivement, le fait d'être dans un état dépressif augmente les risques de conduite addictive, et si vous avez une tendance à, pour des tas de raisons, et je ne vais pas rentrer dans des trucs de cognition, etc., si vous avez une tendance au comportement addictif, quelle que soit l'explication, vous allez aussi bien être accro à la masturbation qu'aux jeux vidéo, qui sont d'ailleurs, pour la majorité d'entre eux, conçus pour être addictifs, hein. Le cas d'école étant quand même Civilisation, qui est une succession de micro-achèvements. D'ailleurs, le jeu assume totalement ça, puisque quand vous finissez Civilisation, vous avez un panneau qui s'affiche et qui vous dit « Allez au menu principal » et un autre bouton qui dit « Attendez, encore un tour s'il vous plaît ». Hein, donc les mecs savent très bien que c'est un jeu qui rend accro, et moi-même je crois que j'ai passé, alors 4 ou 5 ans, hein, mais j'ai passé 150 heures, 160 heures je crois sur Civilization 5. C'est énorme 160 heures. Tu es accro à la branlette, peut-être que tu as un comportement compulsif de branlette. La question c'est à partir de quel moment c'est un comportement excessif. Si tu es obligé de rester chez toi au lieu d'aller travailler pour te masturber, oui on peut considérer que c'est un comportement excessif. Après ça soulève aussi la question de l'organisation sociale, et malheureusement j'ai une grande nouvelle pour vous, la société et ses codes n'est pas forcément conçu, en tout cas en Occident et à l'heure actuelle, comme respectant nos besoins biologiques. Hein. Le simple fait de travailler à des horaires de bureau 7 jours sur 7, c'est déjà une insulte totale à la biologie. Je rappelle que la station assise réduit l'espérance de vie, alors je sais plus le ratio, mais je crois que c'est à chaque fois que vous passez 7 heures assis, vous perdez 10 minutes d'espérance de vie, quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est totalement énorme. Et pourtant, on continue à faire travailler les gens assis dans des bureaux alors qu'ils pourraient avoir des bureaux debout. Et ça, c'est juste un exemple. On peut parler aussi des horaires de travail qui restent les mêmes l'hiver et les mêmes l'été, alors que l'hiver, avec les jours qui raccourcissent, t'as moins d'énergie, et en fait, tu devrais hiberner, au moins un petit peu, quoi. On devrait diminuer par 2 le temps de travail l'hiver. Bon, je vais pas me lancer dans un truc sur les conditions de travail des salariés, vous connaissez la chanson. Est-ce que tu es dans la compulsion parce que tu préfères sécher les cours pour rester chez toi et te masturber? Est-ce que, parce qu'en fait, même si l'école est mal faite, même si les cours ne respectent pas le rythme des enfants, la norme c'est que tu ne sèches pas les cours pour rester chez toi et te branler. Donc, si tu ne peux pas choisir, si tu n'arrives pas à te contrôler, tu as effectivement peut-être un problème de contrôle de soi. Ce qui m'amène à la question suivante, puisqu'il n'y a aucune preuve scientifique des bienfaits de l'abstinence masturbatoire, pourquoi il y a autant de gens qui laissent des témoignages qui font la promotion du NoFap? Quelques éléments de réponse très simples. Petit 1, vous l'avez vu venir en gros, l'effet placebo. Et oui, moi quand j'étais enfant, j'étais asthmatique. Et un jour, mes parents m'ont emmené chez un homéopathe qui m'a prescrit de l'homéopathie. Et figurez-vous que, suite à ça, après 2 années de traitement à prendre mes petites pilules sous la langue, etc., entre les repas, eh bien, j'avais moins de symptômes asthmatiques. Oh oh oh! Mauvaise nouvelle, l'homéopathie n'est pas un médicament, l'homéopathie c'est de l'eau sucrée qui n'a aucune vertu thérapeutique. Si c'est vraiment le fait de prendre de l'homéopathie qui m'a aidé à avoir moins d'asthme, c'est purement l'effet placebo. Et en fait, c'est même pas quelque chose qu'on peut vérifier, parce que sur un individu unique, tu n'as pas de groupe contrôle, et par définition, c'est peut-être autre chose qui a changé dans ma vie ou dans mon environnement, et qui a fait baisser les crises d'asthme. Je vous raconte cette petite anecdote personnelle pour vous signifier que ce n'est pas parce que des tas de gens te disent « j'ai arrêté de me branler et je me sens vachement mieux, c'est la preuve que ça marche », que ça démontre quoi que ce soit, à part éventuellement un effet placebo. Mais on va pas s'arrêter à l'effet placebo, ce serait un peu facile. Je vous propose quelques autres explications sur pourquoi la communauté NoFap est à ce point-là enthousiaste. La deuxième explication que je peux vous proposer en alternative et en combinaison finalement avec l'effet placebo, c'est le soutien social.
Et oui, la communauté NoFap, les forums en ligne, c'est quand même des endroits où tu peux écrire un message en disant « Ouais, j'ai essayé de pas me branler, j'ai tenu 10 jours, mais aujourd'hui j'ai craqué, je me suis fait un gangbang de chinoises qui se faisaient défoncer en anal par des machines auto... Et là, tu vas dire « J'ai honte de moi, etc. » Et tu vas avoir plein de gens qui vont répondre à ton message et te dire « Mec, c'est pas grave, t'as tenu 10 jours, vois le bon côté des choses, on est avec toi, tu peux le faire, tu vas recommencer à t'abstenir et tu vas voir, la prochaine fois tu tiendras plus longtemps, etc. » Et ça, j'en ai parlé dans ma très longue vidéo sur les liens entre stress chronique et dépression. C'est quelque chose que Robert Sapolsky aborde dans Why Zebras Don't Get Ulcers, où il explique que le soutien social peut être un facteur qui réduit le stress chronique. Oh oh, petite précision intéressante, le stress chronique avec ses célèbres glucocorticoïdes, ça peut avoir un impact sur ta libido. Oh oh, serait-ce une coïncidence? Il faut bien reconnaître que les forums où les gens s'encouragent plutôt que de se tirer dans les pattes, contrairement à d'autres milieux, eh bien, c'est un bon moyen d'avoir du soutien et d'avoir une sorte de coaching gratuit et bénévole, bon, certes fait par des amateurs, mais quand même, c'est une forme de soutien, et ça peut être très bon pour l'estime de soi. Donc le mec qui t'explique qu'il se branlait 4 fois par jour, tous les matins, et qu'il avait pas de vie, et qu'il regardait ses pieds dehors parce qu'il n'osait pas parler aux femmes, peut-être que le fait d'avoir des mecs qui le soutiennent dans sa démarche, ça fait monter son estime de soi. Et puis en parlant de regarder ses pieds, peut-être aussi que vivre dans un milieu qui est très ambivalent par rapport à la pornographie, je parle même pas des Américains, enfin des États-Unis qui vont avoir grandi dans un état particulièrement croyant et moraliste, etc. Je parle même pas de ça, je parle pour les adeptes francophones du NoFap, même si on vit dans des pays plutôt agnostiques, je parle pour la France, la Suisse, la Belgique et le Québec, je tiens pas en compte les francophones d'Afrique, c'est un peu différent au niveau religieux. T'as beau être dans un environnement plutôt athée ou plutôt agnostique, tu as déjà un héritage culturel judéo-chrétien, et puis t'as tous les discours féministes notamment sur le fait que la pornographie c'est le message de Satan pour que les hommes intériorisent des clichés d'oppression systémique, sexiste et blablabla, blablabla, et faut pas aborder dans la rue. Donc évidemment quand tu sors dans l'espace public en sachant que tu viens de faire un truc qui peut-être est jugé comme répréhensible par la moitié de la population, peut-être qu'effectivement tu regardes tes pieds. Et peut-être que le fait d'avoir simplement arrêté cette pratique indépendamment de ses méfaits réels ou imaginaires, et ben ça fait que tu as une raison en moins de culpabiliser. Et voilà, c'est comme les gens qui ont des problèmes de poids et qui mangent de temps en temps des sucreries, évidemment elles peuvent culpabiliser, alors que c'est pas forcément la petite sucrerie supplémentaire qui va les faire basculer de 150 kilos, mais si tu as un rapport problématique à la nourriture, et que tu sais qu'autour de toi, quand on voit un gros qui mange dans l'espace public, il y a tout de suite des représentations qui émergent dans la tête des gens, alors que ces mêmes gens sont peut-être en train de manger des bars industriels blindés de sucre et de saloperies, voilà, ça joue aussi sur ta manière de ressentir les choses et de vivre tes actions. Troisième point, au-delà du soutien social et de ses effets éventuels sur l'estime de soi, en plus de la petite digression que je viens de faire sur l'image sociale de la pornographie et sur la culpabilité, le troisième point, en plus de l'effet placebo et du soutien social qui peut expliquer tous les bienfaits qui sont vantés par les adeptes du NoFap, c'est tout simplement la prise de contrôle. Ça aussi, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le stress chronique et la dépression, le fait de reprendre le contrôle ou d'avoir au moins l'illusion d'un contrôle, c'est très bon pour le moral et ça fait baisser les glucocorticoïdes dans le sang. Or, comme le dit très bien Sapolsky, les gens qui souffrent de dépression chronique, il y a un truc qui fait qu'ils se sentent déjà mieux, c'est quand ils prennent rendez-vous chez un médecin, ou chez un psychiatre, ou chez un psychologue. Voilà, avant même d'avoir été au rendez-vous, ils ont une amélioration du moral. Comment c'est possible? Eh bien, tout simplement parce que même s'ils ont juste fait l'effort de passer un coup de fil, et quand tu es dépressif, ça peut être très très dur de simplement passer un coup de fil pour prendre un rendez-vous, c'est déjà le signe que tu fais quelque chose pour améliorer ta situation. Alors il est évident que, indépendamment des méfaits imaginaires de la masturbation, sans parler de la pornographie, dont j'ai dit que c'était un sujet plus complexe, le simple fait de te lancer dans une tentative pour arrêter la masturbation, c'est déjà une reprise de contrôle. C'est déjà un truc dont tu peux être fier, c'est une évidence. Si tu penses que tu as un rapport compulsif, si tu constates que tu ne contrôles pas ta pratique masturbatoire, bah le fait de dire « Ok, aujourd'hui ça suffit, je tape du poing sur la table, j'arrête »,
il est évident que c'est bon pour ton moral, que ça va jouer sur ton estime de toi, et qu'en plus c'est un exercice qui va peut-être effectivement jouer sur ta capacité à te concentrer. Je m'explique, mais je vais faire très court. Il y a un livre entier écrit par une docteure en psychologie de Stanford sur la volonté et sur le contrôle de soi. Je veux dire willpower et self-control. Ce livre s'appelle Willpower Instinct. C'est un concentré d'expériences scientifiques de psychologie autour de la maîtrise de soi et du contrôle des pulsions et des impulsions. Or, pour vous la faire très courte, quand des gens commencent à avoir des pratiques de contrôle de soi sur des petites choses, ça peut être laisser un paquet de bonbons sur la table et à chaque fois qu'on passe du coup dans le salon ou dans la cuisine, se retenir de prendre un bonbon, eh bien c'est des choses qui peuvent augmenter la motivation et la concentration sur le long terme. Mais attention, vouloir faire trop d'efforts d'un coup, c'est la garantie d'aboutir à l'effet inverse. Pour vous la faire très simple, la volonté et le contrôle de soi, ça fonctionne comme un muscle. Tu peux le développer en faisant de la musculation, c'est-à-dire des exercices à intensité contrôlée qui vont être raisonnables, ou tu peux te faire un claquage musculaire si tu essaies d'un seul coup de soulever une voiture de 2 tonnes alors que tu n'es même pas échauffé. La volonté et le contrôle de soi, c'est pareil. Donc là encore, le fait de se lancer des défis, y compris lorsque les mecs échouent au bout de 10 jours, mais qu'après ils ont la communauté qui revient, qui les relance et qui repartent, ça leur donne l'impression, enfin, de se prendre en main. Et peut-être que ça a même des vrais effets sur la concentration, parce qu'ils se fixent un effort, et ils sont comme ces personnes qui vont passer à côté du paquet de bonbons et qui vont se retenir. Le problème, et c'est pour ça que je vous dis que, dans le fond, le nofap, ça repose sur rien de concret, à part ces mécaniques que tu peux faire avec plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'au lieu d'arrêter la masturbation, tu peux arrêter les jeux vidéo. Au lieu d'arrêter les jeux vidéo, tu peux te forcer à aller faire plus de sport, et ainsi de suite. Tu vois, c'est pas spécialement la masturbation qui crée un problème. Et là où je veux en venir, c'est que, à la différence des jeux vidéo par exemple, la masturbation, elle est, je le répète, connectée à un besoin fondamental de l'être humain qui est l'activité sexuelle. Alors, je sais que de nos jours, il y a un mouvement de personnes, une communauté de gens qui se disent comme asexuels ou demi-sexuels. Très bien, je prends acte de cette minorité, reste que l'écrasante majorité des êtres humains est programmée biologiquement pour aimer le sexe. Tu vois, c'est juste la biologie. C'est pas bien ou mal, c'est comme ça. Et en l'occurrence, le fait de passer ta vie, alors tous les gens ne disent pas qu'ils vont être abstinents pendant 30 ans, mais le fait de te dire j'arrête la masturbation parce que je me lance des défis et ça fait de moi un homme alpha, et je n'aurai désormais que des rapports sexuels avec des partenaires, c'est du bullshit, parce que si tu restes trop longtemps sans mettre une partenaire dans ton lit, ce qui va se passer, c'est que tu vas simplement avoir des pollutions nocturnes, parce que ton organisme, il va se vidanger. Ce que je dis, je sais, est très phallocentré, mais tout ça pour vous dire que tu es fait pour avoir du sexe, que ça soit avec une partenaire ou avec de la masturbation. Il y a effectivement une différence, notamment au niveau de la prolactine. Alors la prolactine, c'est une des hormones qui contrôle la sexualité, et en l'occurrence, il semblerait qu'on sécrète plus de prolactine après les rapports sexuels qu'après la masturbation. Donc effectivement, ça explique aussi pourquoi, quand tu as des rapports sexuels, tu as parfois moins envie de faire l'amour après, alors que la masturbation ne peut pas te fournir exactement le même niveau de satisfaction. N'empêche que ça dépend des individus, et que de toute manière, cette histoire de prolactine, elle est rééquilibrée par le fait que les rapports sexuels augmentent aussi la testostérone d'après certains scientifiques. Donc, tout ça pour te dire que te mettre bille en tête et te dire que l'abstinence masturbatoire, c'est le basique de l'hygiène de vie, c'est absolument faux. Si tu tires des bienfaits de cette pratique, c'est petit 1, l'effet placebo, petit 2, les bienfaits du soutien social de ta communauté, que tu pourras avoir dans d'autres communautés avec d'autres pratiques, l'effet de la prise de contrôle que tu peux, là encore, avoir dans plein de dimensions différentes de ta vie, et pas spécialement dans des dimensions liées au sexe, et c'est aussi, par contraste, avec ta vie de locumène qui n'arrivait pas à faire autre chose que te tirer sur la nouille tous les matins, au lieu de chercher du taf, au lieu de créer une activité, de faire des activités artistiques, de créer une entreprise, de créer de la valeur, de faire du sport, de socialiser avec des gens intéressants, de te cultiver, etc. Alors, est-ce que je déconseille formellement l'abstinence masturbatoire ? Bah franchement, pas loin.
Je te la déconseille pas totalement si tu penses que tu as un rapport compulsif à la masturbation, et là ça soulève une petite question qu'on traitera un jour dans un check tes biais, qui est qu'est-ce qui n'est pas compulsif en fait, d'un certain point de vue, mais si tu penses que tu as un rapport excessif à la masturbation, tu peux te mettre un challenge, ça peut être intéressant de rester une semaine sans te masturber, ou un truc plus simple aussi, c'est d'apprendre à te masturber sans support pornographique. C'est assez important je pense à notre époque. Moi je suis un consommateur de pornographie, j'ai aucun souci là-dessus, j'ai pas honte de le dire, etc. Mais j'essaie régulièrement de me masturber sans support pornographique, pour faire travailler mon esprit, même si je vais être honnête avec toi, je sais pas comment c'est de ton côté, et tu peux en parler dans les commentaires en restant poli au niveau du vocabulaire, on est sur YouTube, on n'est pas sur FetLife. J'ai souvent recours à des souvenirs d'expériences sexuelles réelles que j'ai vécues, légèrement déformés, ou romancés, ou enrobés, comme support imaginaire. Tu vois, je suis pas en train de te dire que j'invente des choses, parce que c'est plus facile pour moi d'avoir un support de fantasme finalement sur la base de choses que je connais. C'est-à-dire tu connais l'odeur d'une partenaire, tu connais la forme de son corps, etc. Plutôt que d'imaginer ex nihilo, je sais pas que... alors j'ai pas de star de film... voilà, Scarlett Johansson par exemple. Tu vois, je peux pas me branler en pensant à Scarlett Johansson. C'est pas un truc qui marche. Je sais qu'il y en a qui le font, de penser à des acteurs et tout comme ça. Mais moi, c'est pas un truc que je fais. Néanmoins, c'est intéressant de t'entraîner. Ce que tu peux faire, c'est le faire une fois sur deux. C'est-à-dire, tu te masturbes avec de la pornographie, et bien la fois d'après, tu t'obliges à te masturber en imaginant des choses. Mais évidemment, on revient sur le manque d'expérience, qui a été l'ouverture de cette vidéo, et qui en a été finalement le fil rouge d'une certaine manière. Si tu es encore puceau, c'est compliqué c'est impossible de se branler en pensant à des expériences sexuelles passées. Alors je pourrais finir cette vidéo par vous dire, parce que je pense que vous êtes majoritairement des hommes à la regarder, allez dans la rue, faites du sport, devenez des hommes alpha et autres clichés qu'on trouve chez pas mal de coachs en carton-pâte. C'est pas ce que je vais vous dire. Le temps m'est compté, donc je vais essayer de faire une conclusion qui sera un peu frustrante. En tout cas, moi ça me frustre de ne pas pouvoir développer. Peut-être qu'on pourra y revenir dans une prochaine vidéo, mais en gros ce que je vais te dire c'est, quand on regarde le paysage autour de la problématique du nofap, quand on regarde le profil des gens qui étaient des masturbateurs compulsifs avant de rentrer dans cette communauté, quand on regarde le discours qui vient de la communauté sur le fait que les gens ils se mettent à faire plus de sport, etc., voilà, ils ont une estime d'eux, ils osent parler à des femmes, etc., il y a une problématique qui touche particulièrement les jeunes adultes dans nos sociétés occidentales, et cette problématique, pour la faire très très simple, elle vient en partie d'un certain manque de repères. Et ce manque de repères, je suis pas en train de te faire le truc genre ouais il faut rétablir le service militaire, etc. C'est pas la question. Quand je parle de manque de repères, par extension, je te parle de manque de vision à long terme. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un mec comme Jordan Peterson a un tel succès auprès des hommes et même auprès de certaines femmes. C'est parce qu'en fait, il apporte un discours qui remet le long terme dans le viseur des jeunes générations. Il leur dit, essaye de penser à long terme, essaye de ne pas être que dans l'hédonisme, essaye de ne pas être que dans l'égoïsme et l'individualisme, pense que tu fais partie d'une communauté, d'une culture, d'un pays, d'une région, etc., d'une ville, pense que tu dois prendre soin aussi de ton prochain. Alors, en fait, Peterson a un discours qui est très crypto-chrétien, en fait, crypto-religieux, crypto-monothéiste. Je vous renvoie, pour ceux qui s'intéressent, à mon article sur Spiral Dynamics. Vous pourrez essayer de deviner quels sont les métasystèmes qui sont à l'œuvre chez Jordan Peterson, pour ceux qui s'intéressent. Cette importance du long terme, elle me parle aussi parce que moi, ça fait plusieurs mois, et peut-être plusieurs années maintenant, que je suis obsédé par la mort, non pas au sens gothique, malsain du terme, mais dans le sens où j'approche de mes 40 ans, j'ai eu 38 ans cet été, et en fait, la conscience aiguë du temps qui passe et qui est limité est quelque chose qui te cadre de manière... je pense qu'il n'y a rien de mieux pour te cadrer, en fait. Et le problème, c'est que quand tu as 20 ans, ou 25 ans, ou même 29, la conscience d'avoir un temps limité sur cette planète, en fait, c'est un truc qui est très flou. Je suis pas en train de te dire que tu l'as pas du tout, mais c'est tellement loin. Ça renvoie une fois de plus à ce que je disais sur Robert Sapolsky et la prédictibilité, c'est pareil, des événements problématiques dans ma vidéo sur la dépression, le stress, etc. C'est que si on te prévient trop longtemps à l'avance d'un événement problématique, ça te fait ni chaud ni froid.
Si je te dis que dans 40 ans, le prix de l'immobilier dans ta ville sera trop élevé et qu'il faut penser à déménager avant, tu dis ouais, j'ai 40 ans pour le faire. Et ben, pour la mortalité, c'est un peu pareil. T'as 20 ans, tu dis ouais, c'est bon, je vais vivre jusqu'à 80 balais ou 75, etc. Ouais, je vais pas me prendre la tête, quoi. Tu vois, c'est pour ça d'ailleurs que les adolescents ont des comportements à risque, etc. Et en fait, le truc, c'est que je sais ce que c'est que d'être angoissé, je sais ce que c'est que de pas oser parler à une fille, je sais ce que c'est que de se branler 6 fois par jour en regardant du porno et d'essayer d'avoir la branlette la plus longue. Tu sais, quand tu restes 1 heure et que tu restes à cette limite là où tu étais à 2 doigts d'éjaculer, mais tu restes et du coup ça dure, à la fin t'as mal aux couilles et tout. Je connais ça, je connais l'angoisse, je sais ce que c'est que d'être complexé par son corps, etc. Je sais ce que c'est de ne pas arriver à avoir des objectifs de vie, à pas avoir des priorités, à avoir l'impression que rien n'en vaut la peine. Je suis passé par là. Alors ok, c'était il y a 10 ans, il y a un peu plus de 10 ans, c'est une période de temps qui s'est étalée sur plusieurs années dans ma vie, mais je connais ça. C'est pour ça que je suis aussi critique avec le NoFap. C'est que, ok, certes, ça a des bons effets pour les raisons que j'ai expliquées sur certaines personnes, mais en fait, c'est pas le vrai problème d'arrêter de se branler. C'est absolument pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est ton écologie psychique. Le vrai problème, c'est ton incapacité à avoir une vision de ta vie avec les contraintes qu'il y a dedans. Je parle des contraintes logistiques de la réalité, en fait. Tu vois, le risque d'être à court d'argent, le risque, enfin la certitude d'être à court de temps, le risque d'être à court d'énergie, etc. Tu vois, une fois que tu prends conscience de ça, j'aime beaucoup ce mot anglais, même si il y a un équivalent, enfin, plus ou moins équivalent français qui serait le mot déterminé, mais tu es driven. J'aime bien driven parce que il y a l'idée d'être conduit par quelque chose, tu vois. Comme si il y avait un moteur à l'intérieur de toi qui s'était activé et que t'étais poussé vers quelque chose. Si tu as un problème de masturbation compulsive, tu peux aller voir un psy. Tu peux t'inscrire dans une communauté NoFap, il n'y a pas de souci. Tu peux te lancer des défis, mais tu peux surtout te demander à quoi va ressembler ta vie dans 20 ans. Et quel individu, tu sois un homme ou une femme ou une personne non binaire, je m'en bats les steaks, mais quel individu tu veux être pour tes 20 prochaines années. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux laisser aux gens? Est-ce que tu veux laisser des œuvres d'art? Est-ce que tu veux laisser de la prospérité économique? Est-ce que tu veux laisser même des avancées sociales? Je dis ça pour les militants politiques, même si moi j'ai un profond désintérêt pour le militantisme politique, parce que je pense que c'est une fausse solution à des vrais problèmes. Quelle est ton œuvre? Pourquoi tu n'es pas encore l'artiste de ta vie? D'accord? Cette sculpture que tu vas tailler, et qui va être taillée aussi par les événements impromptus, hein, tu vois, par les impondérables, par les accidents de la vie. C'est une sculpture collaborative, tu vois. Il n'y a pas que toi qui décide. Mais en gros, qu'est-ce que tu veux faire? Et je le répète, si tu n'as pas de passion, parce que ça peut arriver, si t'es pas passionné par un truc qui pourrait te donner un projet de vie, je t'invite à expérimenter. Je l'ai dit, j'ai fait une vidéo il y a à peu près 1 an là-dessus, la jeunesse est un avantage concurrentiel. Parce que la jeunesse, tu mets la barrière où tu veux, hein, est-ce que c'est 25 ans, 27 ans, 30 ans, 35 ans, j'en sais rien, je m'en fous. Mais la jeunesse, sur un gradient, sur un continuum, plus tu es jeune, plus tu as un avantage concurrentiel. Et tu as un avantage concurrentiel parce que tu as le droit à l'erreur. Donc tu as le droit d'essayer des trucs. Tu as le droit d'aller aborder une fille et de te prendre un râteau. C'est pas grave. Tu as le droit d'essayer un sport et de t'apercevoir qu'il ne te plaît pas. Tu as le droit de commencer à bosser sur une entreprise pendant que papa et maman payent ta chambre d'étudiant et t'apercevoir que tu t'es fait coiffer au poteau, que tu n'as pas les épaules pour être un chef d'entreprise et que tu vas être salarié. Et tu peux même préparer les concours de la fonction publique si tu veux, je m'en fous, c'est pas grave. Mais tu peux essayer plein de trucs. Tu as une espèce de tapis de sauvetage, tu sais les trucs quand on se jette du haut d'un immeuble là dans les films, etc. Tu as ce gros tapis gonflable. Et voilà, tu as un filet de protection, tu as un trampoline pour rebondir. Et ça, c'est un truc que tu auras, je ne vais pas dire une seule fois dans ta vie, mais c'est un truc qui va s'amenuiser avec le temps. Parce que quand tu auras, j'allais dire 55 ans, ou même un peu moins, 45 ans, 40 ans, 35 ans, tu auras moins droit à l'erreur. Donc vraiment, j'ai envie de vous inciter à réévaluer votre vie sur cet axe-là, sur l'axe du long terme, sur l'axe de tu es l'artiste de ton existence, qu'est-ce que tu veux laisser comme œuvre à ton prochain? Qu'est-ce que tu veux faire qui te fait plaisir, mais qui va aussi être utile à ton prochain? Qu'est-ce qui va te rendre fier? De quoi t'as envie pour ta pierre tombale? T'as envie qu'il y ait écrit quoi sur ta tombe?
Le mec, c'était un branleur, et un jour il a battu le record, il s'est branlé 15 fois dans la journée, c'est trop fort. Ou ce mec a écrit un livre vachement intéressant sur la masturbation. Qu'est-ce que tu préfères? C'est à toi de voir. Okay. J'ai bien conscience que cette vidéo n'est pas exhaustive, mais j'espère quand même avoir fait de façon assez profonde le tour du nofap. Tu peux laisser un pouce en l'air si elle t'a plu, tu peux laisser un pouce en bas si elle t'a déplu, tu peux laisser un commentaire argumenté ou courtois, ou juste me dire ce que tu as pensé et me donner des compléments d'information. Et éventuellement, ce sera lu avec intérêt. Tu peux partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux si tu utilises des réseaux sociaux qui, je le rappelle, sont tout aussi addictifs que la pornographie ou la masturbation en tant que telle, hein, puisque la dopamine est aussi à l'œuvre dans ta consommation de réseaux sociaux. Et enfin, j'ai une proposition commerciale à te faire, si ça t'intéresse, si tu penses en avoir l'utilité, que tu sois un branleur compulsif ou pas, c'est pas la question. Je te propose de me contacter pour bénéficier de mon accompagnement. Tu m'expliqueras dans le mail ta problématique, hein, je prends pas tout le monde en coaching, il y a des gens que je refuse, mais tu peux déjà m'expliquer un petit peu quelle est ta problématique. Et je viens de créer un nouveau tarif. Alors je sais pas si ça va durer, hein. Si tu vois cette vidéo 1 an après sa sortie, peut-être que le tarif n'aura plus lieu d'être, voilà, mais à l'heure où la vidéo sort, j'ai mis en place un tarif spécial étudiant. Alors il faut répondre à certaines conditions pour en bénéficier. C'est expliqué sur la page de vente du coaching, sur la page de réservation. Il n'y a pas de souci, tu regardes, tu me contactes, tu m'expliques, etc. Si t'as pas droit au tarif étudiant, bah tu peux prendre un coaching au tarif normal, mon coco, hein, tu vois. Et si tu n'as pas d'emploi, tu peux aller faire une semaine d'intérim pour te payer un coaching. Tu peux le faire. Tu peux faire un peu de manutention, tu verras, c'est presque plus agréable que de rester assis, puisque je le répète, la station assise est très mauvaise pour ton espérance de vie. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir. J'aime les tasses, mais c'est tellement bon la pugnetta. Pas besoin de latex, pas de problème avec le sida. Donc si tu veux pas me donner ta chatte ce soir, c'est pas grave, mets-toi des gros doigts. Je vais me branler devant toi.